Le journalisme, d'où me vient cette tentation? De loin, de très loin, de ma 20e année. Et c'est vrai, Colette a connu des débuts précoces, mais c'est en 1910 que sa carrière a commencé véritablement. Cette année-là, elle entre au Matin, un des journaux les plus puissants de l'époque, mais son entrée ne se fait pas sans opposition, puisque l'un des deux rédacteurs en chef, Stéphane Lausanne, menace de démissionner si cette saltimbanque est engagée. Elle y fera pourtant un long séjour et Stéphane Lausanne ne démissionnera que bien plus tard, au lendemain de la Libération, contraint et forcé, mais c'est là une autre histoire. Toujours est-il que Colette a fait son entrée dans le journalisme par la grande porte. Elle s'est engagée dans une voie totalement nouvelle qui va lui permettre de s'exercer à tous les genres de l'écriture journalistique. Contes, portraits d'hommes politiques, reportages, chroniques de mœurs. Tout commence pourtant sous le couvert de l'anonymat quand le 2 décembre 1910, Le Matin publie un conte intitulé « La Poison » avec en guise de signature un masque de théâtre. Car si le talent de Colette est reconnu et admiré, il fait encore peur. Le souvenir de ses coups d'éclat au music-hall pèse encore sur bien des jugements et Stéphane Lausanne n'est pas le seul à ne voir en elle qu'une romanichelle. Mais grâce à l'enthousiasme des lecteurs, elle va pouvoir lever le masque très vite, le 27 janvier 1911, se dévoiler « C'est moi, Colette Willy ». Dès lors, elle se voit confier une collaboration stable et régulière dans la rubrique des contes, mais elle ne va pas se borner à faire du journalisme littéraire puisqu'elle devient reporter, une profession encore fermée aux femmes, et vous allez voir que son coup d'essai n'est pas des moindres. Nous sommes le dimanche 28 avril 1912, dans un quartier sinistre de la banlieue parisienne, à Choisy-le-Roi. Aux abords d'une villa-garage, la police a cerné un gang célèbre de tueurs, pilleurs de banques anarchistes. L'événement attire une foule considérable, une foule agitée qui hurle à la mort des bandits. Dans le garage, Jules Bonneau, le meneur de la célèbre bande et l'un de ses complices, tiennent en respect les forces de l'ordre. L'affaire de la triste bande avait commencé le 21 décembre 1911, quand 4 hommes en voiture blessaient un garçon de recette et lui volaient sa sacoche. Les bandits avaient ensuite pris la fuite à bord d'une automobile de luxe en tirant sur la foule. Ils seront identifiés plus tard comme des complices anarchistes proches de Bonneau. La bande refera parler d'elle à plusieurs reprises, tenant la police en haleine et créant une véritable psychose, au point que dans chaque voiture qui roule un peu trop vite, on croit reconnaître Bonneau et ses acolytes. Voilà pourquoi ce dimanche 28 avril 1912 a des allures de triomphe pour la police, bien sûr, mais aussi pour la foule. Cette foule qui continue à grossir, des policiers, des militaires, un régiment de zouaves et des badauds de plus en plus excités. La presse a dépêché ses meilleurs reporters, Colette est parmi eux, mais de là où elle est, maintenue par cette foule remuante, elle ne voit rien et elle doit jouer des coudes pour se frayer un chemin. J'ai déployé tour à tour pour me pousser au premier rang la brutalité d'une acheteuse de grands magasins au jour de solde et la gentillesse flagorneuse des créatures faibles. On m'a laissé parvenir au premier rang parce qu'il n'y a presque pas de femmes dans cette foule et je prétends aller encore plus loin. Mais on ne passe pas. Mais, monsieur l'agent, ceux qui courent là, vous les laissez bien passer, eux. Oui, mais ceux-là, c'est ces messieurs de la presse. Et puis, c'est des hommes. Même si vous seriez de la presse, tout ce qui porte une jupe doit rester ici tranquille. Alors, puisqu'elle ne peut rien voir, désespérément, Colette va s'intéresser aux réactions extraordinaires de la foule. Cette foule indécente qui se croit venue assister à une pièce à grand spectacle, à l'image de cette mère de famille qui défend son fauteuil d'orchestre avec une autorité qui cherche et trouve l'approbation générale. J'entends derrière moi des cris rythmés, des plaisanteries qui datent des revues de l'année dernière, mais qui prennent ici une étrange saveur quand on songe à ce qui se passe là-bas.
Ce qui se passe là-bas, elle ne sait pas bien ce que c'est, Colette, puisqu'elle ne voit rien. Quelque chose de saisissant, de tragique. Et puis tout à coup, c'est la précipitation. La police décide, au bout de 4 heures de siège, de faire sauter le garage à la dynamite. Après plusieurs échanges de balles, un homme brandit un drap couvert de sang. Aveuglée par la poussière et la fumée, Colette n'a rien vu de l'assaut final et elle le reconnaît en terminant son article. Je m'en vais à mon tour à Paris pour y savoir à quel drame je viens d'assister. Elle n'a rien vu. Et c'est pourtant cette expérience qui venait de lui enseigner les fondements de son nouveau métier, un art d'écrire qu'elle formulera dans des notes inédites. J'appris comment, pendant les jours sanglants où l'on commença à capturer la bande à Bonneau, ceux qu'on nommait les bandits tragiques, j'appris qu'il faut être au premier rang ou ne pas s'en mêler, qu'il faut ensemble batailler avec une ruée de foule et se laisser porter par elle jusqu'à toucher la bicoque où l'on enferme 2 bêtes sauvages, qu'il faut suffoquer et rôtir un peu quand les flammes éclatent, qu'il faut voir et non inventer, qu'il faut palper et non imaginer, car en regardant, on constate que sur des draps ensanglantés, le sang frais est d'une couleur qu'on ne saurait inventer, une couleur de fête et de joie. Son article paraît dans Le Matin du 2 mai 1912 sous le titre « Dans la foule ». Elle y affirme une grande originalité, une grande honnêteté dans la pratique de son métier qu'elle fait reposer sur un grand principe, celui de l'observation vraie. On ne raconte que ce que l'on connaît, que ce que l'on a vu. C'est ce même principe qu'elle appliquera plus tard dans l'écriture de ses romans. Colette, reporter, est sur tous les fronts. Pour que rien ne lui échappe, elle n'hésite pas à tenter les expériences les plus nouvelles. Ascension en ballon libre ou à bord du dirigeable Clément Bayard, Grand Prix de l'aviation, match de boxe, arrivée du Tour de France et plus tard, en 1919, reportage du vol inaugural du Caudron, le premier appareil dans l'histoire de l'aviation à emporter des passagers. Colette est à présent devenue journaliste à part entière. Les lecteurs sont passionnés par ces reportages où s'exprime une grande originalité, mais surtout une façon incomparable de raconter les événements. Et dans ce domaine encore, elle invente, elle innove, elle ouvre la voie au reportage intimiste en s'y mettant en scène, en rapportant les événements sous l'angle de l'anonyme. Ce qui va amener les dirigeants du Matin, qui ont bien saisi ses talents d'observatrice, à l'inviter à intégrer la caste la plus fermée du journalisme pour une femme, celle des chroniqueurs judiciaires. C'est ainsi qu'au cœur de l'hiver 1913, Colette couvre le procès de la bande à Bonneau, ou du moins ce qu'il en reste. Depuis l'exécution du chef de la bande, tous les complices ont été arrêtés les uns après les autres. Seulement, la police a aussi arrêté des anarchistes qui n'ont rien à voir avec Bonneau et qui avaient même désavoué haut et fort ses méthodes violentes. Tous sont pourtant jugés au même banc d'infamie et condamnés en février 1913 par la cour d'assises de la Seine. Dans son compte-rendu, Colette va faire preuve d'une dureté qui lui est peu commune. En quelques lignes terribles, elle campe le portrait de chacun des accusés et elle condamne, sans distinction, ceux qui ont tué, plus assassins qu'anarchistes, assassins par tempérament, et les autres, qui ne sont que quelques misérables rejetés de la société, anarchistes par le cœur. Le journalisme, dit Colette, est une carrière à perdre le souffle. Mais au cours de l'été 1914, elle s'accorde des vacances dans sa maison de Rosevenne, près de Saint-Malo, avec son mari, Henri de Jouvenel, co-rédacteur en chef du Matin, et leur fille. Il fait bon vivre à Rosevenne en ce mois de juillet 1914. Pourtant, des bruits d'agression imminente ont commencé à se répandre depuis qu'un archiduc autrichien et sa femme ont été assassinés à Sarajevo. L'inquiétude gagne. On dit que des événements dramatiques se préparent. Colette va aux nouvelles. Dans Saint-Malo, où nous courions chercher des nouvelles, un coup de tonnerre entrait en même temps que nous.
la mobilisation générale. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Les troupes allemandes avancent à grands pas vers Paris, ce qui va conduire beaucoup de Parisiens à fuir vers Bordeaux. Le 30 août, Colette écrit à une amie « Quand j'y serai contrainte, je quitterai Paris où je place encore quelques papiers dans le matin. Il faut bien vivre. » Des papiers, elle en place de moins en moins. 42 en 1914, 21 en 1915. Mais Colette, comme toute la France, espère une victoire rapide. D'ailleurs, en cette fin d'été 1914, tout le monde est convaincu que la guerre va bientôt s'achever. Tout au plus durera-t-elle jusqu'à l'hiver. En réalité, le cauchemar ne fait que commencer. Ce sont les heures longues, pour reprendre le titre d'un recueil de Colette. Des heures meurtrières, des heures de privation, de sacrifice, des heures tragiques. Paris devient tout à coup une ville silencieuse. Plus d'omnibus, plus de taxis, plus d'ouvriers, plus de livreurs. La guerre prend les hommes et va exiger davantage des femmes. D'ailleurs, l'espoir d'un conflit rapide s'est très vite éventé. Il faut compenser la perte de main-d'œuvre partie pour le front, et puisqu'il faut bien vivre, comme le dit Colette, la guerre va la pousser plus avant dans le métier de journaliste. Elle va témoigner, enregistrer les faits anodins comme la réouverture du premier café-concert, mais aussi les conséquences graves, traumatisantes de la guerre. Comme beaucoup de Français, elle porte en elle un très fort sentiment patriotique. Elle appartient à cette génération qui, au lendemain de la guerre de 1870, a été élevée dans la perspective de la revanche. N'oublions pas non plus qu'elle est la fille du capitaine Colette qui, en 1870, avait voulu soulever Saint-Sauveur contre l'envahisseur prussien. Le patriotisme, l'héroïsme, le cran, Colette porte tout cela en elle. Comme beaucoup de Françaises, d'ailleurs, qui veulent se montrer aussi courageuses que les hommes partis pour le front. Eh bien, elles vont s'efforcer de les remplacer, vaille que vaille, en prenant le chemin des champs, de l'usine, du bureau, ou, comme Colette, celui de l'infirmerie. En septembre 14, elle assure les gardes de nuit des blessés soignés au lycée Janson de Sailly, qu'on a transformé en hôpital. De 7 heures du soir à 8 heures du matin, elle se tient au chevet de dizaines de soldats estropiés. C'est un métier terrible, mais elle va épuiser la matière de ses chroniques. Sa plume va fixer les désastres de la guerre avec son cortège de mutilés qui se réjouissent quand même d'être encore en vie. L'un a perdu la mâchoire et un œil, un autre une jambe, un autre encore a marché 10 kilomètres après avoir eu la moitié du visage arraché. Colette les soigne, elle leur tient compagnie et surtout, elle leur parle de son père, l'ancien capitaine de Zouaves qui avait eu une jambe arrachée à la bataille de Melegnano. L'un des blessés veut savoir à quelle hauteur du corps il a été amputé. Plus haut que moi, hein? Et il marchait. Et c'est vrai qu'il a trouvé à se marier. Comment elle était sa femme, dites voir. Colette observe, elle note le cœur navré, les drames quotidiens, les vies brisées de ces amputés qui ne sont encore, pour la plupart, que des gamins. Et parce qu'elle est pleinement journaliste, elle veut être là où il se passe quelque chose. À 2 reprises, en 1914 et en 1915, elle se rend clandestinement à Verdun pour y rejoindre, c'est surtout pour cette raison, pour y rejoindre Henri Jouvenel. Elle quitte Paris sous un faux nom avec des faux papiers, puis elle s'installe clandestinement, toujours chez un sous-officier et sa femme. Le front est à 10 kilomètres. À cette distance, tout paraît calme et normal, à quelques détails près, comme le note Colette, puisque le tapissier vend du beurre, le marchand de piano propose des sardines et le papetier des saucisses. À la guerre comme à la guerre. Colette, elle, reste fidèle à son écritoire et à son habitude de décrire tout ce qu'elle voit. De Verdun, elle envoie toute une série de récits écrits façon chose vue. Ce n'est plus l'envers du music-hall, c'est l'envers du front. Colette montre les figures jaunies de fatigue des prisonniers allemands, les batailles aériennes, les visites
dans les villages bombardés où elle s'étonne de trouver tant d'enfants dans les ruines. Pour les lecteurs du Matin, ces articles sont extrêmement passionnants parce qu'ils leur donnent l'impression d'être aux premières loges d'une guerre qui, décidément, dure plus longtemps que prévu. Colette est à présent devenue plus journaliste que romancière, par la force des choses et des événements. En juin 1915, elle est envoyée en reportage en Italie, là où son père s'était comporté en héros. L'heure est historique. Le 23 mai, l'Italie a déclaré la guerre à l'Autriche. Le patriotisme de Colette s'enflamme à nouveau et lui donne l'occasion de rendre hommage à son père pour la toute première fois. Au moment où une fraternité irrésistible soulève vers nous l'Italie, je songe à un capitaine du 1er régiment de Zouaves. Il pourrait vivre encore. Il n'aurait que 86 ans. Il avait laissé en Italie toute sa jambe gauche coupée en haut de la cuisse, l'année 1859 à Melegnano. Il en était revenu radieux entre sa canne et sa béquille. Voilà de quoi préserver le moral de ses lecteurs. De retour en France, elle poursuit ses reportages de guerre, elle décrit avec tendresse et fierté les vieillards restés à l'arrière, qui tricotent des chaussettes pour les soldats, les femmes qui acceptent les privations avec noblesse, le soldat qui rêve au tapis qu'il mettra dans sa maison après la guerre, les chiens qui vont chercher des soldats blessés dans les tranchées. En 1916, sa collaboration au Matin s'interrompt brutalement après la parution, au tout début de l'année, au mois de janvier, d'un seul article. Plus aucun article signé Colette ne paraît dans le Matin en 1917 et 1918. Et puisqu'il faut bien vivre, eh bien, elle va se tourner vers d'autres journaux moins prestigieux. En 1917, elle assure une des premières critiques cinématographiques dans l'hebdomadaire, Le Film. Elle donne aussi des articles à Excelsior, un journal à petit tirage, à La Vie parisienne et à L'Éclair, où elle débute dans la critique dramatique. Dans la foulée, elle rassemble ses chroniques de guerre qui paraissent sous le titre Les Heures longues en 1917. C'est son album de guerre. Un véritable témoignage, le carnet de guerre d'une civile et grand écrivain de surcroît. Et enfin, les heures longues s'achèvent. La Grande Guerre se termine, 4 années de cauchemar absolu prennent fin. On s'aperçoit soudain que, dans la presse comme ailleurs, rien n'est plus et ne sera jamais plus comme avant. Oui, les temps ont changé. L'heure est à présent aux grands groupes de presse, aux usines à journaux. Une situation que Colette analyse finement. La guerre 14-18 finie, les quotidiens tendirent à s'évader des immeubles où s'attardait un sombre esprit de notariat provincial. C'était déjà le déclin d'un certain journalisme qui devait son éclat à des vedettes du reportage, coursiers, valeureuses et cabochards de toutes les compétitions. Elle avait été contrainte d'aller gagner sa vie à Excelsior, à l'Éclair, eh bien elle va les quitter coup sur coup, puisque ses chroniques de guerre ont consolidé sa réputation de journaliste. Elle réintègre Le Matin en signant un reportage sur les lieux de combat en Argonne et dans la Meuse. Et quelque temps plus tard, en 1919, elle va démontrer une nouvelle fois qu'elle n'a peur de rien. C'est à l'occasion de l'arrivée en France de la reine Marie de Roumanie, qui s'était montrée extrêmement courageuse pendant la guerre. Sa venue, en ce mois de mars 1919, déclenche un immense enthousiasme populaire. Mais évidemment, Colette le pressent, avec la cohue des reporters et des photographes qui vont se presser sur son passage, elle n'a que peu de chance de l'approcher. Alors, elle met au point une stratégie presque romanesque. Avec son photographe, elle se poste sur le parcours du train royal et profite d'un ralentissement en gare de La Roche-Migène pour sauter à bord. Il est 6 heures du matin, sur le marchepied, Colette parlemente. Elle tente de convaincre les gardes, puis d'apitoyer la reine pour obtenir un entretien. À l'arrivée du train à Paris, elle est la première à avoir son papier. Voilà de quoi en montrer à ses confrères les plus chevronnés. Car Colette, qui a appris son métier sur le tas, a aussi très vite assimilé l'unique consigne des directeurs de journaux « débrouillez-vous ».
Elle est à présent une des journalistes les mieux payées et plus encore, on la considère comme une des plus grandes journalistes de son temps. Et c'est vrai, elle a appris très vite, mais elle a surtout su créer son propre genre, une sorte de journalisme intimiste et poétique en lien direct avec le monde qui l'entoure. Sa plume de journaliste vibre au contact des événements et explore tous les sujets. Elle décrit l'employé qui mange un crouton de pain assis sur les marches du métro, la joie d'un coiffeur qui passe son dimanche à la campagne, les atrocités commises par les hommes sur les animaux, comme ce chevreau que l'on porte au marché, les pattes liées, aveuglé par son propre sang, ces oiseaux élevés pour la table que l'on tue en leur écrasant le bec. Mais c'est le monde gai, amusant, émouvant, injuste, cruel, barbare, qui est tout entier présent dans ses chroniques. Reporter, écrivain et même une directrice littéraire, Colette mène de front toutes ses activités, sans parler de ses fonctions de critique dramatique qui l'obligent, certaines semaines, pensum des pensums, à écrire 4 ou 5 articles à la suite, ce qui ne l'empêche pas de multiplier les collaborations. Elle écrit pour la Revue de Paris, pour Le Figaro, pour Cyrano, pour Demain, pour Vogue, et elle redevient même chroniqueuse judiciaire à l'occasion. En novembre 1921, elle couvre le procès de Landru, un procès qui attire une foule considérable. Dans l'assistance, on reconnaît Mistinguett, Polaire, des ministres étrangers, des princes, des princesses. On se croirait au théâtre un soir de grande première. Colette est au banc de la presse, mais contrairement à ses confrères de la presse judiciaire, elle ne s'intéresse pas au débat qui oppose l'accusation et la défense. Elle fixe toute son attention sur les réactions de la salle. Et curieusement, c'est à celui que tout le monde présente comme un monstre qu'elle témoigne le plus de sympathie, allant même jusqu'à blâmer l'accusation. Pourquoi quitterais-je, en parlant de lui, le ton de la bonne compagnie? Cet homme respire la politesse. Et je n'ai nulle envie de me mettre au diapason d'un acte d'accusation qui a versé sur une tête d'accusé les qualificatifs les moins ambigus. Assassin, découpeur de femmes, sinistre fiancé, tout cela avant l'épreuve. Et elle a raison, Colette, car ni l'accusation ni les experts ne peuvent apporter de preuves décisives. Oh, la police a eu beau fouiller les villas de Landru, remuer la terre des jardins où il cultivait des roses et ratissait les feuilles. On n'a trouvé que de minces indices et en tout cas pas de cadavre, jamais de cadavre. Ce qui n'empêchera pas Landru d'être condamné à mort. En entendant la sentence, eh bien, il n'a qu'une réclamation à faire. Il demande un autographe de Colette qui le lui signe bien volontiers. Fin 1923, après 11 années de vie commune, Colette et Henri de Jouvenel se séparent, ce qui va obliger Colette à quitter Le Matin, où Jouvenel est toujours aussi influent. Lorsqu'elle y était entrée, un beau jour de 1910, elle n'était encore que Colette Willy, mime, danseuse et écrivain en quête de reconnaissance. Quand elle le quitte, en janvier 1924, elle est considérée comme un des plus grands écrivains français. L'influence du journalisme n'est sans doute pas étrangère à cette évolution. Il lui a permis d'épurer son style, d'affiner sa technique, d'enrichir son regard en observant les êtres, les choses avec une attention si particulière. Mais tout de même, après avoir quitté Le Matin, Colette a beaucoup de mal à retrouver un engagement durable. C'est le début d'une sorte de vagabondage journalistique qui va l'amener à multiplier les collaborations de courte durée. Sa production connaît un très net fléchissement entre 1926 et 1933, mais rien d'étonnant si l'on considère que durant ces années, elle a tourné sa plume résolument vers quelques-uns de ses chefs-d'œuvre. La fin de Chéri, La naissance du jour, Sido, Le pur et l'impur. En 1933, tout change. Colette fait son grand retour au journalisme. Elle se voit confier la critique dramatique dans le journal, le grand rival du Matin.
Pendant 5 ans, elle va commenter tous ou presque les spectacles joués à Paris. Et surtout, elle renoue avec un genre dans lequel elle excelle, celui de la chronique judiciaire. Elle couvre le procès de Violette Nozière, celui d'Oum El Hassen, une entremetteuse accusée d'avoir emmuré des prostituées qui travaillaient pour elle, celui de Jeanne Weidmann, qui sera le dernier condamné guillotiné en place publique. À chaque fois, elle observe avec toute l'acuité de son regard, elle traque dans un regard, un geste, un tic, l'aveu de l'innocence ou du crime. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre. La France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. 25 ans séparent les deux guerres. En 1914, Colette n'avait que 41 ans. Elle avait elle-même l'âme d'une combattante. En 1939, elle en compte 66. Ses forces ont décliné et l'arthrite l'immobilise chaque jour un peu plus. L'heure des grands reportages est passée. À travers les articles qu'elle donne à Marie-Claire, Paris Soir ou Le Petit Parisien, on voit bien que sa position à l'égard de ses lectrices a changé. Elle est devenue une femme qui s'adresse aux autres, celle qui rassure, celle qui est déjà passée par là et qui s'en est sortie. Au fil du temps, une complicité, une osmose, disait le regretté Alain Brunet, une osmose s'est créée entre Colette et ses lectrices, au point que vous me reconnaissez parfois dans votre miroir, et que par-delà cette page où je me penche, c'est vous, femme, que j'entrevois. Chronique après chronique, à la manière d'une mère tutélaire, elle prodigue à ses chères lectrices des conseils pour mieux supporter le quotidien difficile, l'hostilité des temps. Chronique après chronique, elle offre une série d'images, de vignettes de la vie sous l'occupation. Certains lui ont reproché d'exercer un journalisme trop populaire. Et pourtant, c'est bien la guerre qu'elle dépeint. Non pas celle des champs de bataille, mais celle qu'elle a pu observer de sa fenêtre, à travers le petit bout de la lorgnette, celle que subissent ses compatriotes avec les privations, la faim, l'angoisse de l'occupation allemande, la peur des alertes, la résistance au quotidien pour se tirer d'affaire. Car oui, pour Colette, il existe un héroïsme ordinaire, caché dans la vie de chaque jour, mais bien réel, et c'est à celui-là qu'elle porte tout son intérêt. La plupart de ses chroniques sont rassemblées en 1942 dans Paris de ma fenêtre. Ce recueil marque la fin de 40 années d'activité journalistique. Colette aurait sans doute pu continuer à tenir sa chronique si sa vie n'avait pas pris une autre tournure avec l'arrestation par les Allemands de son troisième mari. Quelques mois après sa libération, elle interrompt sa collaboration hebdomadaire au Petit Parisien. Sans le savoir, elle met un terme à sa carrière de chroniqueuse. C'est fini. Elle n'aura plus de collaboration régulière avec un journal. Ses contributions ne dureront ensuite que le temps de la prépublication de ses ouvrages et de quelques textes d'hommage. Avait-elle conscience alors d'avoir écrit plus de 1260 articles, des centaines de textes, des milliers de pages où elle explorait tous les sujets? L'amour, la mode et ses absurdités, la gastronomie, le viol, la maternité, le vampirisme, la pauvreté, le suicide, l'enfance maltraitée, l'avortement. Impossible de dresser un inventaire complet. À lire ces articles, on a l'impression qu'ils sont tirés de son propre journal. Un journal où elle aurait consigné ses impressions personnelles sur les hommes et les choses. En 1949, dans le Fanal bleu, elle exprime pourtant un regret. Je voulais que ce livre fût un journal, mais je ne sais pas écrire un journal. Choisir, noter ce qui fut marquant, garder l'insolite, éliminer le banal, ce n'est pas mon affaire, puisque la plupart du temps, c'est l'ordinaire qui me pique et me vivifie. Un des secrets de l'art journalistique de Colette est sans doute là, dans cette façon d'utiliser les événements de la vie quotidienne, petits ou grands,
et d'en faire jaillir toute la singularité et toute la richesse, de révéler, avec une merveilleuse aptitude, tout ce qui échappe au spectateur ordinaire. Et finalement, bien mieux que le journal qu'elle rêvait d'écrire, eh bien, c'est une véritable fresque journalistique qu'elle nous a offerte. Une fresque flamboyante, bouillonnante comme la vie, une fresque qui reflète une manière très singulière de saisir le monde à travers les sens, tous les sens, qui, dans l'histoire du journalisme et de la littérature française, n'appartient qu'à Colette.